Madame, monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme, Les 4 vérités. Le programme de ce jour va s'intéresser à l'actualité du côté de l'Assemblée nationale et sur la marche de la nation dans l'ensemble, lutte contre la vie chère, la situation politique du Cameroun. C'est le menu de cette édition des 4 vérités et comme on l'a appris depuis hier, il n'y aura donc pas de commission d'enquête parlementaire sur le crash du Boeing de la Camer en 1995 du côté de la mangrove de Yupé à Douala. Ainsi en a décidé la commission de pétition et de résolution de l'Assemblée nationale qui a reçu la proposition de résolution du SDF qui demandait l'ouverture, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire par rapport à l'indemnisation des victimes de ce crash du Boeing de la Camer en 1995. Alors les députés, membres de cette commission, ont donc débouté leurs camarades, leurs collègues du SDF qui n'entendent cependant pas baisser les bras. Alors, quelle lecture faut-il faire de ce refus, de ce rejet de la proposition de pétition de résolution du SDF par rapport à l'ouverture d'une enquête parlementaire? Que faut-il désormais attendre? Est-ce que l'Assemblée nationale est résolument engagée à soutenir la lutte contre la corruption au Cameroun? Autant de questions qui taraudent les esprits de nos jours. Pour parler de cette question et de bien d'autres encore, nous allons recevoir ce matin un leader politique très charismatique, j'allais dire, Anissé Kane. On le connaît bien comme le leader du Manidem. Bonjour, monsieur le président, ou alors... Monsieur Kane. Monsieur Kane, voilà, parce qu'on était tellement habitués, hein, comme si, oh bon, on est président à vie. C'est ça. Non, oui, bon, c'est peut-être... Enfin, le titre reste, même si au plan pratique... Oui, bon, je ne suis plus le président. Le premier responsable du parti. Oui, bon, je pense qu'il ne fallait pas se faire trop d'illusions. La loi de l'Omerta, la mafia prévaut au Cameroun. Vous voyez, si on ouvrait une commission d'enquête parlementaire, on irait très très loin dans la connaissance des tripatouillages qui ont eu dans l'argent des pauvres victimes du crash du Boeing de la Camer. Il fallait s'y attendre que ça n'allait pas cette fois-ci encore être transparent au niveau... L'Assemblée nous a habitués à ce revirement. Je pense que les institutions sont venues bien plus tard pour dire de ne pas ouvrir cette boîte de Pandore. Voilà. Alors pourtant, il y a eu une lueur d'espoir à un moment donné quand le document, la proposition a été jugée recevable par... Vous connaissez la jolie danse Bafia, on fait un pas en avant et puis on fait deux pas en arrière. Voilà, on y est habitué. Bon, les Camerounais ne sont pas particulièrement surpris qu'on aboutisse à cette... vous n'êtes pas particulièrement pas surpris? Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, je m'étonnais plutôt que bon, les gens puissent croire qu'il y aurait une enquête parlementaire. D'abord, il y a déjà eu une enquête sur cette affaire qui a donné des conclusions claires sur les responsabilités des uns et des autres. On n'avait pas rendu public les résultats de cette commission avec le déballage du pontu du régime Marafa et des autres. Maintenant, on a eu connaissance du rapport de cette commission qui met en évidence les fautes, les tripatouillages, les détournements des uns et des autres. L'Assemblée aurait donné un caractère officiel national à ces résultats, mais on n'en aurait peut-être pas appris davantage. Donc les faits sont là. À partir du moment où maintenant les résultats de la commission sont à la disposition du public, à la disposition de l'exécutif, toutes les démarches, tout ce qu'on peut engager contre les prétendus détournements de fonds publics peuvent être engagés sans entendre une commission parlementaire. Donc c'est une fuite en avant
que de penser que tout s'arrête avec la commission parlementaire. Voilà. Mais est-ce que le fait que l'exécutif ait mené l'enquête empêche une enquête parlementaire? Non, pas du tout. Bah, c'est entre eux, l'exécutif, l'Assemblée nationale, dominé par... Bref, l'Assemblée nationale, c'est l'exécutif bis, j'allais dire. J'ai plutôt l'impression que c'est exactement la même chose. Quand même, au sein des institutions d'études, rien ne se fait à l'Assemblée nationale sans l'aval de l'exécutif. Tout le monde le sait, même si les responsables du RDP s'affirment le contraire. Donc moi, je ne suis pas du tout surpris. Mais vous savez, on est au début d'un processus qui va nous conduire très vraisemblablement à une situation explosive au sein du RDPC. Depuis un certain nombre En clair, c'est le début de la fin. C'est plutôt le champ du signe. Depuis un certain moment, j'assimile la fin de ce régime au phénomène de l'accident du Titanic. Vous voyez, quand le Titanic coulait, il y avait des gens sur le pont, il y avait des orchestres, les gens rigolaient, s'amusaient, mangeaient. On avait apparemment une situation normale. Mais le bateau est en train de couler, un bateau qu'on avait prétendu non submersible. On est exactement dans la même situation, malgré les apparences, malgré le climat serein qu'affiche l'exécutif, encore plus, de moins en moins serein. On assiste vraiment au désastre du navire qui coule. Tout doucement, mais il est en train de couler. Il n'a pas encore touché le fond, mais il est en train de couler. Je crois qu'on y arrive progressivement. Sous le coup de butoir de l'opinion, de l'opposition, etc. Ce qui est embêtant, c'est qu'un certain nombre de points du régime qui ont participé à la consolidation de ce régime, à la répression, au tripatouillage, aux scandales électoraux, à la tricherie, etc., veulent nous laisser croire, l'opinion que ils n'étaient pas d'accord, ou soi-disant, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, et vont se présenter pour voler la victoire au peuple, comme les messies de demain. Nous n'allons pas nous prêter à ces jeux-là, et nous serons là pour mettre en évidence les responsabilités des uns et des autres dans ce qui arrive au peuple quand même depuis plus de 30 ans. Alors, nous en parlerons tout à l'heure, au cours de cette émission. Alors, Anissé Kane, est-ce que vous avez l'impression que l'Assemblée nationale a une réelle volonté d'accompagner la lutte contre la corruption au Cameroun? On se souvient de ce discours du président de l'Assemblée nationale le 5 juin dernier, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2012. De l'Assemblée nationale répète comme un gamin de l'école primaire tout ce que le chef de l'État raconte. C'est la voix de son maître. Vraiment, c'est une répétition. Il répète exactement ce que l'exécutif dit, sans peut-être même y comprendre grand-chose. Lorsque du haut de son perchoir, il parle de la lutte contre la corruption, je ne sais pas s'il s'est regardé dans le miroir. En matière de corruption, non, je ne pense pas. L'Assemblée nationale n'est pas l'Assemblée nationale dominée par le parti au pouvoir, qui compte à son sein des détourneurs de fonds publics, des champions de la corruption. Certains sont déjà en prison, d'autres vont y arriver. On ne peut pas faire preuve de transparence au niveau de la corruption, de la gestion des affaires dans ce pays. Il ne faut pas prendre les Camerounais pour les imbéciles qui ne sont pas. Voilà. Alors, présentement, il y a une intense activité du côté du contrôle supérieur de l'État. Je crois que vous avez suivi cette actualité. Il y a quand même des hautes personnalités qui ont été épinglées par la commission du contrôle budgétaire et en fait, du contrôle supérieur de l'État. Voilà, le contrôle supérieur de l'État. Alors, quel commentaire a fait de vous? Parce qu'on retrouve quand même des gens comme des personnalités telles que le directeur général de l'ARMP, le gendarme des marchés publics. Bon, alors, je vais vous dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, c'est bien que maintenant qu'il y a le champ du signe, que le régime est en proie à des difficultés énormes, qu'on active les enquêtes sur la lutte contre la corruption qui n'a pas commencé aujourd'hui, loin s'en faut. Pouvez-vous imaginer, sauf si vous êtes très naïf, que des responsables du RDPC, dans ce régime RDPC, qui croient encore qu'on est dans l'ère du parti unique, pouvez-vous imaginer qu'il y ait de hauts responsables dans des postes importants de la République qui ne soient pas complètement engouillés dans
des histoires de corruption, de tripatouillage, de détournement de fonds publics, il n'y en a pas. À partir du moment où vous confiez généralement ce genre de poste, généralement on vous laisse carte blanche, vous faites ce que vous voulez, vous accumulez des cadavres dans le placard, et le moment où vous... Mais entre-temps, paradoxalement quand même, il y a des conseils d'administration qui donnent souvent critique de gestion à ces managers, à ces gestionnaires. Mais ça c'est la règle. C'est-à-dire que la règle dans ce régime, c'est la corruption. L'exception, c'est l'honnêteté et la transparence. La règle, c'est la corruption. Ce régime néocolonial se nourrit de la corruption. La corruption est congénitale à ce régime. Ce régime ne peut pas exister sans la corruption, sans les détournements, sans le clientélisme, etc. Ça fait partie du régime. Donc, tant qu'on y est, on aura automatiquement ce genre de problème. D'autant plus que, bon, l'exécutif voit ça de très très loin, s'arrange à ce que chacun accumule le maximum de cadavres dans le placard, et là vous êtes tenu. Vous ne pouvez plus lever la tête, vous ne pouvez plus dire un mot de travers, vous êtes englué, vous êtes pris en otage, vous êtes bouffé par le monstre auquel vous avez participé, dans lequel vous avez participé longtemps. Donc c'est une structure, c'est un système qui crée la corruption, qui s'entretient de la corruption, qui génère des corrupteurs et qui entretient tout cela jusqu'au moment où, lorsqu'il faut sauver la face, polir la façade d'un régime démocratique, alors on envoie quelques sacrifiés au charbon. Voilà le principe du fonctionnement de ce régime. Donc vous pensez que il n'y a pas, dans ce régime, il n'y a pas de gestionnaire délicat. Délicat. Il y a toujours des exceptions dans une règle. Mais oui, donc il doit y avoir certaines exceptions, mais qui se comptent peut-être entre les doigts de la main. Mais on est dans le principe du régime. Le principe de fonctionnement d'un régime néocolonial comme le nôtre, c'est un régime de corruption, qui travaille dans la corruption, pour la corruption, et dans un climat délétère, où ça apparaît comme quelque chose de normal. Vous n'avez pas le sentiment, quand vous les écoutez, tous ceux qui sont actuellement en prison, la plupart d'entre eux, c'est eux qu'on les a arrêtés. Ils clament toujours leur innocence. Non, ils disent, on est où là? En tout cas, ils plaident toujours non coupables. Non coupables. Ils disent, on est où là? Comment se fait-il qu'on puisse nous arrêter, nous qui étions en phase avec ce régime de corruption? Ils sont surpris. Qui se retrouvent à Konongué, ils disent que mais on ne comprend plus. La règle c'était que bon, chacun fait ce qu'il veut avec l'argent de l'État, etc. Donc ils ne comprennent pas du tout. Mais on est dans un film, dans un western, où il y a le chef bandit et les bandits. Et bon, tout cela, tant que le film n'est pas fini, bon, il y aura une surprise. Alors aujourd'hui, ceux qui passent au conseil, qui passent par le Conseil supérieur de l'État, on leur attribue plutôt les fautes de gestion. Alors les autres, on parle de détournement de deniers publics. Alors des fautes de gestion qui causent quand même des manques à gagner de plus de près de 162 millions, comme il y a certaines moyennes de facultés qui... Non, c'est une première phase. À partir du moment où on a établi ces trous ou ces malversations, il reste la démarche judiciaire qui appartient à l'exécutif et qui peut même, en principe, doit appartenir à tout citoyen. Tout citoyen se sent concerné par les détournements de fonds publics qui sont nos fonds. Donc, à partir du moment où le Conseil supérieur, le Conseil de discipline budgétaire financière, a rendu public ces malversations, il est du ressort de l'exécutif ou des citoyens ou même des collectifs de défense des fonds publics d'engager des poursuites judiciaires, de porter plainte contre ces délinquants en col blanc. Voilà, donc on est sur une première phase. Maintenant, on doit certainement aller vers l'étape judiciaire. Mais l'étape judiciaire, on sait quand même qu'il y a certains hauts responsables qui sont passés par les mailles du contrôle supérieur de l'État et qui ont été mis en débat et autres. Et ils ont été reconnus, ils ont eu des fautes de gestion qui ont entraîné des pertes de près de 600 000, 500 000
500 millions, j'allais dire. Alors, ils sont en liberté aujourd'hui. Bon. Et ils doivent rembourser. Oui, vous connaissez certainement les noms que nous n'avons pas évoqués ici. Non. Alors, faut les évoquer. Est-ce qu'il y a espéré que désormais, que ceux qui sont épinglés là puissent être poursuivis par la justice? Non. Parce que l'action judiciaire n'a pas été enrôlée. Il ne faut pas oublier le contexte. On est dans un contexte d'une transition où la plupart des clans au pouvoir qui se disputent la dépouille du régime ce sont déjà dans l'après-régime. Donc forcément, les rapports de force au sein de ce régime, les rapports de force entre les différents clans, peuvent favoriser plus ou moins l'occupation de tel ou tel. Donc il faut intégrer cela. Qu'à un moment donné, du fait qu'on se trouve dans ce clan, proche de l'autre clan, proche de Dieu ou du prince, on puisse bénéficier momentanément de la mansuétude de l'exécutif ou de ceux qui sont chargés de vous poursuivre en justice. Mais tôt ou tard, à partir du moment où le grand déballage a commencé, où certains rats commencent à sortir du navire, même ceux qui sont réfugiés au bord de la Seine, à partir du moment où ce grand déballage a commencé, forcément nous allons avoir des révélations qui ne seraient pas arrivées si on ne se trouvait pas dans ce contexte-là. Oui, ainsi, nous permettez-nous qu'on regarde ça de loin avec délectation, qu'on soit ravis, que tout ça bouge au niveau de nos adversaires politiques et des ennemis du peuple camerounais. Nous, on regarde ça avec délectation, on dit allez-y, plus on en dira, mieux ça vaudra pour l'avenir de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a une certaine transparence, une certaine traçabilité dans la gestion de l'assainissement, de la gestion des finances publiques au Cameroun? Non, ce n'est pas possible. Vous savez, il y a le paraître et le fondamental. Fondamentalement, ce régime néocolonial ne peut être qu'un régime de corruption. Or, la corruption... Même si on a semblé marquer la rupture avec le fameux, vous savez bien, ce leitmotiv de rigueur et de moralisation. Ouais, ça date de 1982, la rigueur et la moralisation. Bien évidemment. Et depuis 1982, des milliers de milliards de nos francs sont allés en fumée ou entre les mains, les poches, les comptes bancaires de tous ces criminels, de ces bandits. Vous voyez, donc ça date de longtemps. Mais c'est le régime qui est un régime de corruption, qui entretient, qui vit par le clientélisme, on l'entretient par la corruption et le détournement des fonds publics. Le régime, pourtant, le président de la République, en l'occurrence, il a toujours montré sa détermination, il a toujours proclamé, à travers des discours, ce qui caractérise sa détermination à tordre le cou à ce fléau social, à ce cancer social qu'est la corruption. Dans les discours, bien sûr. Parole, parole, parole. Mais ça, on peut clamer dans les discours pendant 30 ans la même chose et faire exactement le contraire dans les faits, dans le concret du vécu des Camerounais. Que vous interrogez un Camerounais de Konyambeta, de Kousseri, de Yokadouma, de Bouéa, de Limbe, de Douala, de Yaoundé, de la Péquiterie, et vous doit la même chose. Tout ça, ce ne sont que des paroles. Tous les jours, les Camerounais vivent dans un environnement de corruption. Tous les jours, il y a des histoires à dormir debout, de corruption, de détournement des fonds publics, de dilapidation des caisses, des fonds de l'État. Tous les jours, dans tous les coins du pays, dans toutes les régions du pays. Donc, lorsqu'on fait des discours le 20 mai, le 11 février, etc., tout ça c'est pour masquer, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre que de s'en tenir à faire des discours, puisque les faits contredisent tous les jours ces discours. Donc, non, vraiment, il ne faut pas se faire d'illusions. Tant qu'on n'aura pas fini avec ce régime néocolonial, la corruption est endémique. Elle est inhérente au régime. Des détournements de fonds publics entretiennent le clientélisme. Comment est-ce que vous pouvez entretenir des soi-disant militants qui n'en sont pas, qui n'ont pas de carte, qui n'ont pas de conviction, qui attendent de vous que vous, comme on dit, libérez pour venir acclamer, danser lors des fêtes du parti au pouvoir. Non, tout cela fait partie des pratiques quotidiennes, permanentes du régime. Et tant qu'on y sera, ce sera toujours comme ça. Malgré toute la bonne volonté, s'il y en a une, du chef de l'exécutif,
malgré tous les bons discours qu'on lui écrit et qu'il clame à longueur d'années, nous serons toujours dans un environnement de corruption et de détournement des fonds publics. Alors, vos adversaires d'en face, notamment ceux du RDPC, condamnent l'activité épistolaire de Marafa Hamidou Yahya, le ministre d'État, de l'ancien ministre d'État Marafa Hamidou Yahya. Alors, quel est votre regard là-dessus? Mais il est membre du bureau politique du RDPC. Ce sont des camarades. Ben, j'écoutais je disais l'autre jour la savante intervention du ministre de la Recherche, Au fait de l'enseignement supérieur, Jacques Famé Ndongo. Jacques Famé Ndongo, sa savante intervention, il parlait du camarade Marafa Hamidou Yahya. Ils sont encore membres, ils sont des camarades, il est membre du bureau politique. Mais c'est que bon, il y a quelques problèmes. Ça n'empêche en rien, parce que, vous savez, dans la mafia, on peut toujours trouver des moyens de s'accorder. Vous voyez, même s'il y a des problèmes. Moi, je ne pense pas qu'il y a en face de Marafa l'appareil du RDPC. Lui-même, il est infesté des gens qui ont travaillé avec Marafa, qui sont avec Marafa, qui travaillent la nuit avec Marafa, etc. etc. Donc c'est une bataille interne. Laissons-les régler leurs problèmes, on viendra compter les morts. Voilà le problème. On comptera les morts. Alors vous pensez que Marafa devrait écrire, devrait faire des révélations qu'il fait aujourd'hui? Ça fait toujours du bien de savoir qu'en face, on se tire dessus. Voyez, et que d'autres vont emboîter le pas à Marafa. Qui vous dit que demain ce ne sera pas X et Y qui raconterait les... Pourquoi est-ce qu'on a arrêté la commission de l'Assemblée nationale, la commission d'enquête? Parce que là-dedans, on aura appris des tas de choses, et par ricochet, ceux qui auraient été mis, qui auraient été indexés, auraient aussi fait des révélations que je ne suis pas seul, etc. etc. Vous pouvez rien attendre, on en apprendra des choses. Sauf que nous n'accepterons pas que demain, tous ces bandits en col blanc, tous ces adversaires du peuple camerounais, sortent de là quelqu'un qui vient nous raconter sa vie en disant qu'il veut le bonheur du peuple camerounais. Pas du tout. Alors, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que la conséquence d'une lutte de camp pour le pouvoir. Toutes ces révélations participent à l'affaiblissement d'un camp ou d'un autre. Ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Tous ces gens-là n'aiment pas ce pays, n'aiment pas le Cameroun. Tous ces gens-là n'aiment pas ce pays, n'aiment pas le Cameroun. Il faut que le Cameroun se renforce. Y compris Marafa qui voudrait se présenter comme le Moïse camerounais. Ah, vous voyez? Non, ça m'étonnerait. Voilà. Les Camerounais ne sont pas aussi bêtes que l'imagine c'est le nom de responsables du régime. Mais on a un peu de mémoire sur ce que furent tel ou tel responsable du RDPC. Ce que fit tel ou tel responsable du RDPC dans le tripatouillage des élections, dans la répression de l'opposition, dans l'interdiction des manifestations, dans la clochardisation des responsables de l'opposition, tout ça, on le sait. Donc, il ne faut pas venir nous raconter des histoires. Parce qu'à un moment opportun, tôt ou tard, on demandera des comptes à tous ceux-là qui s'agitent. Mais si par se rendre service au Cameroun aujourd'hui, peut-être ce qu'on vient d'appeler une repentance. Non, pas du tout. Ils ne pensent pas rendre service au Cameroun. Ils savent quel est l'objectif de tout cela. C'est d'accéder au pouvoir. Vous avez clairement dit qu'il est porteur d'un projet pour le Cameroun. Oui, tout le monde est porteur d'un projet, y compris ceux qui sont là depuis 30 ans. Il y a toujours des projets. Famille nous parle maintenant du prochain septennat des grandes réussites. Il est pour que le chef de l'État se représente en 2018 pour le septennat des grandes réussites. C'est pas un projet, ça? Même s'il fait rire les gens dans les chaumières. Non, vous voyez, il n'y aura pas de messie qui sortirait de ces clans de voyous qui ont dirigé ce pays. Il n'y en aura pas. Nous serons là, vigilants, pour rappeler à tel ou à tel ses responsabilités dans la consolidation de ce régime, dans la répression, dans la destruction du tissu social de notre pays. Et leur objectif, ce n'est pas de faire avancer notre pays, c'est de remplacer les autres.
un point, un trait. Ils sont exactement dans le même camp, y compris leur soutien aujourd'hui qui apparaissent dans certains rangs de l'opposition. D'ailleurs, dans ces rangs de l'opposition qui leur apportent le soutien aujourd'hui, la plupart sortent du même monde, du RDPC, il n'y a pas si longtemps. Donc on n'est même pas surpris qu'un certain nombre de renforts arrivent du côté de certains rangs de partis d'opposition dont les dirigeants, il y a quelques années encore, se sont retrouvés au RDPC. Alors, ils sont tous issus de l'UNC, parce qu'ils ont tous milité. C'est le même moule, c'est le moule Joulati, c'est le même moule, exactement le même. Alors, entre-temps, pendant que ces éléphants se battent, on se pose bien la question, où sont passés les leaders de l'opposition? L'opposition camerounaise, on n'entend pas trop se prononcer sur toutes ces questions. Sur quelle Il n'y a question? aucune prise de position. Est-ce que aujourd'hui, il n'est pas question pour vous de saisir quand même cette occasion, cette opportunité que vous offre en fait, cette bataille de titans, et pour essayer de placer, de vous positionner quelque part? Non, les Camerounais ne sont pas dupes. Ils n'ont pas perdu la mémoire. Hein. Ils ont la possibilité de voir dans tout ce qui s'agite là, quels sont ceux qui sont proches de leurs préoccupations. On vient d'augmenter l'électricité, on va augmenter l'essence, la vie est de plus en plus chère. Ça, ce sont les préoccupations auxquelles doivent s'atteler les partis d'opposition responsables, comme le nôtre, comme le Manidem. Même si on ne vous a pas entendu là-dessus, en fait, l'opposition camerounaise dans sa majorité. Vous êtes journaliste, vous devez savoir quand même qu'il y a un certain nombre d'organisations des droits de consommateurs qui s'organisent. Il y a un certain nombre d'entre eux qui sont très proches de notre parti et nous allons les accompagner dans cette grande campagne contre les augmentations prévues ou déjà faites comme celle de l'électricité. Nous travaillons peut-être pas avec le tapage médiatique, on n'en a pas les mêmes moyens que ceux qui écrivent les lettres du fond de leur prison, mais nous nous occupons des problèmes essentiels de notre peuple et de nos concitoyens. Nous laissons faire que la mayonnaise prenne, qui continue à se détruire. Nous regardons ça avec beaucoup de délectation. Nous ne sommes pas de ce côté-là. C'est pas de ce côté-là que nous aurons des amis, surtout pas des principaux responsables. C'est une diversion de l'opinion. On a fait détourner les Camerounais des vrais problèmes. C'est une lutte mortelle de clan pour la succession à Paul Biya. C'est tout. C'est rien d'autre que ça. Tout ce qui s'agite là, ouvertement, publiquement, ou dans l'ombre, parce qu'il y en a beaucoup dans l'ombre, c'est pour succéder au chef de l'État. C'est une bataille intra-RDPC, intra au camp au Joula, pour la succession dans ce camp-là. Et ce n'est pas nous de notre ressort d'aller arbitrer cette bataille d'adversaires ou d'ennemis du peuple camerounais. Vous pouvez même faire comme ce troisième larron, on se rappelle en fait, son nom, du président Mobutu, qui était ce troisième larron au Zaïre à l'époque. Mobutu n'a jamais été un troisième larron. Mobutu a toujours été le pion des Occidentaux et des Américains. Pas du tout. Même si il est sorti en public alors que les Belges et les Occidentaux avaient déjà décidé du sort de Lumumba. Non, je vais vous dire sérieusement, cette bataille-là entre les clans au pouvoir ne nous intéresse pas. Nous sommes là pour nous occuper de l'avenir de notre pays et des problèmes des Camerounais. Et nous sommes devant tout très vigilants parce que ces messieurs et dames là qui s'agitent là dans le camp du pouvoir ont des capacités de nuisance énormes, des capacités d'instrumentalisation des populations qu'ils peuvent entraîner dans des guerres civiles sous prétexte que tel est de ma région ou tel n'est pas de ma région. Donc c'est même dangereux ce qui se passe aujourd'hui parce que ça peut amener le pays progressivement vers des camps retranchés de Battoustan se réclamant de tel ou tel leader du pays. Cette bataille, elle détruit le régime, mais elle peut avoir des revers dangereux pour la stabilité et l'unité de notre pays. Alors aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on observe, pensez-vous que la transition au Cameroun sera vraiment pacifique? Nous souhaitons qu'elle soit une transition pacifique.
nous essayons de tout faire pour que notre pays ne s'engage pas dans une guerre civile ou dans un chaos difficilement rattrapable. Mais nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Il y a cette cohorte de journalistes qui compliquent la situation. Qu'ils ont beaucoup de moyens, qu'ils ont amassés. Non, qui ont dilapidé les moyens du peuple camerounais comme des trésors de guerre. Mais rassurez-vous, nous pensons à chaque moment à la mobilisation de nos compatriotes, à les éclairer sur la situation, à leur dire la vérité. Très prochainement, vous allez avoir une déclaration du bureau politique du Mandem qui va donner son sentiment sur ce soi-disant réveil des pontes corrupteurs ou détourneurs de fonds publics de notre pays. Et nous allons dire franchement qu'il faut que Cameroun fasse attention, qu'il ne se laisse pas instrumentaliser dans des camps plus ou moins mafieux ou régionalistes et qui fassent attention à ce qu'on ne les entraîne pas vers des confrontations qui n'ont rien à voir avec leurs intérêts. Ok, merci monsieur Anissé Kane d'être venu ce matin. Merci. Dans le cadre de ce programme. Vous avez donné votre point de vue sur diverses questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour de ce programme. Rediffusion, c'est à 23h30. Prochaine édition, la dernière de la semaine, ça sera demain, ça sera à 11h. Bon, sur des programmes sur Rien Télévision et à bientôt. À bientôt.